Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'uniforme. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'uniforme porté par un Hauptmann au sein du 36e Panzer Regiment de la 14e Panzer Division pendant la bataille de Stalingrad en 1942. Avant de commencer, je tiens à remercier Parabellum Shop et War Militaria pour leur soutien apporté à cette vidéo. Vous pourrez retrouver le lien de leur boutique dans la description de cette vidéo. Il me faut aussi rappeler certains points comme d'habitude. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Ce n'est en aucun cas une bible qui vous épargnera l'achat de livres, de magazines spécialisés ou même de faire vos propres recherches sur internet. Ensuite, vous êtes sur le point de découvrir un uniforme qui aura des insignes non censurés. C'est une volonté historique de ma part, mais malgré tout, il n'y aura pas de politique dans cette vidéo. Évidemment, le décor et le climat ne correspondent pas tellement à la tenue que je vais vous présenter, mais je compte sur vous pour vous concentrer uniquement sur la tenue. Et vous retrouverez la liste complète des éléments que je présente dans la description avec le timing correspondant. Créée le 15 août 1940 dans les camps d'entraînement militaires de Milowitz et Königsbrück, la 14e division de Panzer est constituée des restes de la 4e division d'infanterie après sa réorganisation. Fin mars 1941, la division est déplacée au nord-ouest de Vienne pour être employée à la frontière de la Yougoslavie. Elle forme deux têtes de pont à partir du 5 avril 1941 et finit par marcher jusqu'à Sarajevo le 19 avril 1941. La division retourne s'entraîner ensuite près de Berlin. La division se tient prête dans la région de Radom à partir du 6 juin 1941 pour passer à l'attaque le 22 juin dans le cadre de l'opération Barbarossa. Elle enchaîne ensuite les victoires jusqu'au 22 octobre 1941, date à laquelle son avancée est stoppée. Elle fait même retraite au Mius le 1er décembre après de lourdes contre-attaques russes. Elle y reste jusqu'au 29 janvier 1942. La division reprend ensuite son attaque pour prendre Alexandrovka le 11 février 1942 et reste dans cette zone jusqu'à la mi-mai. Le 17 mai, la division poursuit son offensive avec la 6e armée. Elle peut fermer la poche au sud de Kharkov. La division fut remplacée sur place par la première Gebirgsdivision, division de chasseurs alpins, et participe ensuite à l'offensive allemande appelée Blau en direction du Caucase et de Stalingrad en arrivant par le sud de la ville. Des renforts en provenance du 36e régiment de Panzer ont pu amener 24 chars supplémentaires au combat, la division ayant subi de lourdes pertes durant l'été. La bataille pour Stalingrad s'engagea à partir du 20 août 1942 au sein de la 4e armée de Panzer. La division est ensuite rattachée à la 6e armée du général Paulus à partir du 9 octobre pour combattre dans la partie nord de la ville. Mais les pertes sont énormes au point que la division est déclarée comme n'étant plus en état d'attaquer dès le 26 octobre. Elle est donc retirée du front début novembre 1942 derrière le front roumain. Au cours de la principale attaque russe visant à contenir les forces allemandes à Stalingrad, les restes de la division ont été repoussés vers l'est et enfermés dans la poche de Stalingrad, qui fut liquidée en février 1943 après près de 2 mois et demi de siège, quasiment sans ravitaillement. Les équipages de la 14e Panzer Division se sont donc transformés en fente assez rapidement, principalement par manque de carburant et de munitions. La division est réactivée et reconstituée dans la région d'Angers, Nantes et Cholet en mars 1943, à l'aide des restes de la division qui n'ont pas été encerclés à Stalingrad. À partir du 17 octobre, elle est renvoyée sur le front de l'Est, où elle livre de multiples batailles, se soldant globalement par des échecs. Elle est retirée du front fin janvier 1944, après avoir subi de lourdes pertes, puis aide à la défense de Tcherkassy, et ensuite s'amorce la retraite en Roumanie à partir de début mars 1944. Elle continue à enchaîner bataille sur bataille, parfois reculant, parfois étant déplacée vers d'autres régions. Elle combattit près de Kishinev, Riga, puis dans la région de la Courlande, pour la première et troisième bataille, puis la 4e et 5e bataille. Jusqu'à la fin de la guerre, les restes de la division combattirent dans la poche de la Courlande, dont une partie a pu être évacuée vers l'ouest peu avant la capitulation. Les combattants restants furent capturés par l'Union soviétique. L'hiver 1941-1942 fut le premier gros hiver pour la Wehrmacht, et le matériel grand froid n'était que peu distribué, y compris parmi les équipages de blindés qui devaient se débrouiller comme ils pouvaient pour se protéger contre les températures pouvant atteindre les moins 30 degrés Celsius. Mais cette mauvaise expérience a permis de prévoir de l'équipement grand froid pour l'hiver suivant, durant la bataille de Stalingrad en 1942-43, et prévoir une parka ainsi que des bottes adaptées à l'hiver. L'uniforme de l'officier que vous allez voir est une suggestion, certains éléments présentés n'étant pas très pratiques pour le combat.
Réalisé en 1934 pour créer un nouvel uniforme des Panzertruppen, le pantalon noir fut utilisé par les équipages de Panzer durant toute la guerre. Un lacet permet de serrer le pantalon au mollet, soit pour rentrer correctement les manches dans les bottes hiver, ou comme ici, pour blouser sur les bottes ou brodequins. Un anneau pour la montre à gousset peut être placé au-dessus de la poche, prévu à cet effet, mais il est ici absent sur ce modèle de pantalon. Une ceinture intégrée est présente à la taille, mais l'utilisation de bretelles est vivement conseillée pour assurer un maintien optimal. 2 poches sont placées sur les côtés et peuvent se fermer à l'aide de boutons en plastique. Et 2 poches sont également placées sur les fesses, suivant le même système. La ceinture intégrée est réalisée en toile tressée et se verrouille grâce à une boucle à triple ardillon qu'il faut planter dans la ceinture. Veuillez donc à prendre un pantalon de bonne qualité pour éviter les mauvaises surprises sur le long terme. Réalisées en cuir depuis des dizaines d'années, les bottes cloutées à tige haute furent les bottes réglementaires de toute l'armée allemande durant toute la première partie du XXe siècle. Elles comportent une semelle cloutée et ferrée à l'avant et à l'arrière pour limiter l'usure. Elles ont connu plusieurs versions, les restrictions de matières premières appelant à l'économie et donc à la réduction de la hauteur de la botte. Les officiers avaient également leur propre paire de bottes, mais elles n'étaient pas utilisables en l'état avec un uniforme noir des Panzers. Ainsi notre officier utilise des bottes spécifiques pour la troupe, malgré la présence de clous qui peuvent poser de graves problèmes sur les blindés. En effet, il y eut de nombreux accidents suite à des glissades. Cependant, des bottes modifiées artisanalement pouvaient être retrouvées au combat, où la semelle aurait été remplacée par une semelle lisse en cuir. Les bottes en cuir et feutre épais, spécialement conçues pour l'hiver dans les régions froides et enneigées, furent distribuées aux soldats sur le front de l'Est à partir de l'automne 1942, après avoir appris des leçons des combats de l'hiver précédent aux abords de Moscou et Leningrad, entre autres. L'épaisse semelle en cuir est recouverte, tout comme le talon, d'un patin en caoutchouc isolant, dont l'extrémité avant et le talon peuvent être ferrés. L'intérieur est entièrement recouvert de feutre, évitant ainsi que la chaleur ne s'échappe. Ce modèle est fortement inspiré du modèle des bottes en feutre soviétique, qui furent récupérées par les Allemands dès que possible en 1941-1942. Il s'agit ici d'une paire de bottes hiver originale datée de 1942. La chemise réglementaire en jersey gris fut dédiée à la troupe principalement. Cependant, les officiers voulaient aussi se démarquer, surtout lorsque ces derniers étaient porteurs de la croix de chevalier de la croix de fer, mettant en valeur cette décoration. Une plaque d'identité est portée autour du cou, sur laquelle sont gravés le numéro et régiment d'engagement. Le groupe sanguin peut également être ajouté, mais ce n'est pas obligatoire. La plaque est glissée sous la chemise, elle ne doit donc pas être apparente. Cette chemise est ici réalisée en jersey blanc cassé, avec une ouverture partielle sur le torse, se fermant par 4 boutons en plastique. Le col hirondelle de la chemise est idéal pour accueillir la cravate. Elle ne comporte pas de poche, ce qui peut être un peu gênant, mais heureusement, la vareuse de tankiste comporte des poches à l'intérieur pour transporter un portefeuille ou un solbourg. Conformément au règlement, notre officier arbore une cravate noire réalisée en soie. Elle est ajustée à la hauteur de l'ouverture sur l'avant de la chemise. La croix de chevalier de la croix de fer est un niveau supérieur à la croix de fer première classe. Attribuée après la campagne de Pologne en septembre 1939, c'est la deuxième plus haute distinction du Troisième Reich et le 3e grade de la croix de fer, obtenue pour faits de guerre exceptionnels, tels qu'un nombre de victoires importantes dans un blindé. Elle est portée autour du cou à l'aide d'un ruban tricolore aux couleurs du Reich. Arrivé dès 1934 en même temps que le pantalon, le blouson croisé était porté par tous les équipages de blindés d'assaut allemands. Il y eut 4 modèles différents de blousons, et le 3e modèle, présenté ici, fut utilisé à partir de 1940. La veste se différencie des modèles précédents par l'ajout de boutons supplémentaires, pouvant fermer complètement le blouson. Un crochet de vareuse permet de le fermer sur le col. La Waffenfarbe a été supprimée sur le pourtour du col. La vareuse officier n'était pas différente de celle de la troupe dans sa forme, mais des matériaux de meilleure qualité pouvaient être employés. Il s'agit ici d'une fabrication tailleur d'une grande qualité, faite à mes mesures. La vareuse se ferme par des boutons en plastique et des petits boutons étaient placés au-dessus pour fermer davantage, optionnel au combat. Notre capitaine porte des pattes d'épaule sur lesquelles nous retrouvons son grade, symbolisé avec des tresses parallèles sur lesquelles des pips dorés ont été placés, et son arme, les Panzertruppen, avec un fond rose. Des pattes de colle avec liseré rose et tête de mort Panzer sont placées sur le col, et le rabat de la veste accueille un ruban de rappel de la croix de fer seconde classe. Un aigle de poitrine spécifique pour les officiers des Panzertruppen est cousu sur la poitrine gauche, brodé en fil d'argent. Sur la manche droite, 2 insignes de destruction de blindés sont cousus, pour récompenser les soldats ayant détruit avec des explosifs à main des blindés ennemis. Sur la poitrine droite est placée la croix allemande or en version brodée, la version métallique étant trop lourde à porter au combat. C'est une décoration légèrement supérieure à la croix de fer première classe, mais ne méritant pas la croix de chevalier de la croix de fer. Sur le rabat gauche, nous retrouvons 3 décorations notables: la croix de fer première classe, l'insigne de combat des blindés argent et l'insigne des blessés argent, pour avoir été blessé entre 3 et 5 fois. Notre officier dispose d'autres décorations, mais seules les 2 ou 3 plus prestigieuses furent portées, même au combat. Ainsi, l'absence de barrette de médaille est volontaire, notre officier ayant décidé de ne pas tout afficher.
C'est en décembre 1938 que les Panzertruppen reçoivent les nouveaux modèles de bonnets de police M38 en drap de laine noir. Les Panzeroffiziere ne sont pas concernés par cette évolution, mais les coiffures alternatives ne facilitaient pas le port du casque audio, et ils utilisaient leur Fellmütze en version grise ou noire, en demandant une fabrication tailleur. Ce n'est que le 27 mars 1940 que cette coiffure personnalisée deviendra officielle et réglementaire. La version spécifique pour les officiers aura une tresse argentée sur tout le tour du calot, ainsi que sur l'avant, et nous retrouvons la Waffenfarbe sur l'avant également. Livrée aux officiers entre 1934 et 1938, la casquette Alterhardt est la coiffure la plus représentative de l'officier allemand. Elle fut utilisée par les sous-officiers et la troupe au fil des années, et nombreux sont ceux qui enlevèrent l'arceau métallique sur le sommet de la coiffe pour lui donner un aspect cassé. Sur le tour de la casquette, la Waffenfarbe rose des Panzers se retrouve, et deux insignes sont disposés sur l'avant, un aigle et la cocarde nationale avec feuilles de chêne, le tout en version brodée en fil d'argent, plutôt réservé aux officiers. Les officiers ont perçu, à partir du printemps 1934, des ceintures en cuir brun, se fermant par une boucle à double ardillon. Plusieurs largeurs furent fabriquées, allant du 55 au 45 mm de large. Le holster de P38 en cuir était livré à la troupe et aux officiers avec une couleur fauve. Libre à chacun ensuite de noircir cet équipement, qui fut obligatoire après juillet 1943. Cependant, cette obligation fut abandonnée en octobre de la même année, le cirage endommageant les uniformes Feldgrau. Ainsi, notre officier est armé du Walther P38, pistolet élaboré au cours des années 30 par la firme de Karl Walther. Il fut adopté en 1938, d'où son nom, mais commença à être fabriqué en masse à partir du milieu de l'année 1940. Pistolet semi-automatique en double action, le P38 était chambré en 9 mm Parabellum. Un levier de sûreté sur le côté gauche permettait de désarmer le marteau, et il disposait d'un chargeur de 8 cartouches. D'un poids de 1 kg une fois chargé, il disposait de plaquettes en bakélite, bien que les premiers P38 reçoivent des plaquettes en bois. Il s'agit ici d'un P38 original en catégorie B, légalement détenu. Contre le vent, contre la poussière mais aussi contre la neige, les lunettes de protection étaient indispensables pour protéger les yeux du soldat. Ainsi, les Windschutzbrillen étaient mis à disposition des équipages de blindés, bien que des lunettes civiles puissent aussi se retrouver. Évitez tout de même l'utilisation de lunettes soviétiques, le non réglementaire est plutôt farfelu sur une tenue allemande. Les jumelles Dienstklasse 6x30 étaient distribuées à toutes les personnes ayant un rôle de chef au sein d'un groupe ou d'un équipage. Certaines paires avaient une graduation sur la lentille droite pour estimer les distances, et les marquages indiquaient la version de la paire, certaines versions étant conçues pour le grand froid ou d'autres pour des climats arides. En effet, la graisse employée n'avait pas les mêmes compositions en fonction des climats. Jusqu'en 1941, les membres d'un même équipage devaient utiliser deux types de laryngophones et deux casques audio différents, mais l'introduction du Panzerkasten 20, un intercom, en 1941 permet d'uniformiser les équipements radio. Les nouvelles versions se reconnaissent avec l'utilisation d'une prise à 3 pattes contre les 2 pattes auparavant. Cela permit au passage d'améliorer la compréhension des lettres P, T, F, S et K. Rappelons que le principe du Hals microphone était d'avoir le micro directement posé sur la gorge, quand toutes les lettres évoquées ont des prononciations de bouche. Un bouton latéral permet d'ouvrir la fréquence, lorsqu'un bouton central permet le verrouillage du bouton latéral. Une pince permet d'accrocher le boîtier au vêtement pour un meilleur confort. La nouvelle introduction de l'intercom Panzerkasten 20 a permis également d'uniformiser aussi le casque audio, ou Kopfhörer, modèle DFHD, qui est désormais un modèle DFHB, reconnaissable avec ses pads qui ont été convertis en noir, contre le orange auparavant. La prise est également modifiée pour reprendre celle que les opérateurs radio avaient avant 1941, à savoir une prise à 2 pattes d'une taille normale. Les pads en caoutchouc permettaient une insonorisation efficace contre les bruits externes. Il était souvent nécessaire, pour les chefs de char, de poser de travers le casque pour l'installer sur la tempe et entendre les sons extérieurs. Les gants en laine grise furent très utilisés durant la Seconde Guerre par les Allemands. Ils pouvaient disposer d'une bande de couleur indiquant la taille. Ce sont ici des reproductions n'ayant pas cet élément. Le tour de cou était également indispensable sur le front russe. Il permet de protéger les oreilles contre le froid et le vent. L'inconvénient est que le cou n'est pas forcément protégé, mais notre officier a prévu la solution. Il est également réalisé en laine grise, mais la neige fondant avec la chaleur mouillait rapidement cet accessoire, ce qui pouvait le rendre inconfortable. La veste issue de l'ensemble réversible d'hiver distribué aux troupes combattantes sur le front de l'Est, y compris les Panzertruppen à partir de l'automne 1942, est réalisée dans 2 toiles, une grise et une blanche, entre lesquelles sont disposés des déchets de laine. À la fois souple et chaude, la parka se ferme par 6 boutons métalliques grainelés, peints en gris d'un côté, en blanc de l'autre. Un rabat avec les boutonnières correspondantes est disposé sur l'avant et une ceinture permet de cintrer à la taille. Ceinture qui peut être mise des 2 côtés grâce à des ouvertures sur le devant. Le bas des manches dispose d'un bouton pour les serrer et ainsi garder la chaleur au maximum. Une capuche permet ici à notre officier de se protéger le cou. Des cordons permettent de compléter le serrage, que ce soit à la capuche ou sur le bas de la parka.
C'est pendant la guerre d'hiver contre la Finlande que les soviétiques ont pu découvrir la pistole mitrailleur, qui ont pu démontrer leur efficacité, surtout du côté finlandais, avec le Suomi KP-31. Ainsi, les soviétiques ont développé le PPD-40, puis le PPSH-41, pour pistolet Pulemyotch Pagina, modèle 41, surnommé PPSH. Les chargeurs de 71 cartouches du PPD-40 furent tout d'abord réutilisés, avant que des chargeurs courbes de 35 cartouches furent développés à partir de 1942, plus pratiques à transporter. Chambrée en 7,62 par 25 mm TT, également utilisé pour le TT-33, l'arme pouvait basculer du mode coup par coup en automatique grâce au sélecteur disposé à l'avant de la queue de détente. Une sûreté est disposée à l'arrière, permettant de bloquer le levier de culasse. Il était très courant pour les Allemands de récupérer le PPSH-41, au point qu'une adaptation fut développée pour utiliser les cartouches de 9 mm allemandes. Cette tenue si présentée est également utilisable pour la bataille de Moscou, à ceci près qu'il faudrait enlever les insignes de destruction de blindés sur la manche. Les bottes hiver et la parka sont également arrivées après 1942. C'est à partir de juillet 1943 que les équipements d'officiers de couleur brun ont dû être teintés en noir, pour uniformiser la teinte des cuirs. Cependant, les officiers qui utilisaient l'uniforme Feldgrau découvrirent les effets indésirables du cuir teinté sur la laine, endommageant leur belle veste. Ainsi, cette obligation fut abrogée le 30 octobre 1943. Mais il est recommandé de foncer au maximum la couleur de vos cuirs bruns, ils ont souvent une couleur trop flashy à la réception. L'utilisation du PPSH-41 n'avait rien de réglementaire, mais notre capitaine ayant été récompensé de la croix de chevalier de la croix de fer, il peut s'accorder cette liberté sans se faire réprimander. Intégré en novembre 1938 au sein du 35e régiment de Panzer dans la 4e Panzer Division, notre officier a tout d'abord participé à la campagne de Pologne en septembre 1939 en tant que chef de char d'un Panzer III. Il est blessé une première fois à cette occasion, lui permettant d'acquérir la croix de fer seconde classe et l'insigne de blessé noir. La campagne de France débute le 10 mai 1940 et notre sous-lieutenant en fait partie. Après de rudes combats durant les 6 semaines de campagne, il est de nouveau blessé, mais acquiert la croix de fer première classe. Il gagne également un grade pour passer lieutenant ou Oberleutnant. L'opération Barbarossa est lancée le 22 juin 1941 et notre officier participe à la bataille de Moscou. Il découvre la rudesse du climat glacial, le froid atteignant les moins 30 degrés sans difficulté. L'unité se retire début décembre pour rejoindre la zone d'Orel. Notre lieutenant obtient la médaille du front de l'Est, dite la médaille de la viande congelée, pour son engagement durant l'hiver 41-42. Ses blessures du froid lui ont fait perdre plusieurs orteils, lui permettant ainsi d'obtenir l'insigne des blessés couleur argent. Faible consolation, ceci dit, pour avoir sacrifié des membres. Il obtient également la croix allemande or, décoration attribuée après avoir reçu les 2 rangs de croix de fer, mais ne méritant pas la croix de chevalier de la croix de fer. Le 1er bataillon du 35e régiment de Panzer est dissous en juin 1942, et notre officier, alors devenu capitaine ou Hauptmann, est réaffecté à la 14e Panzer Division, dans le 36e Panzer Regiment. C'est à cette occasion qu'il a retiré les chiffres dorés de ses pattes d'épaule, sur lesquels on devine encore la marque, ces chiffres n'étant plus distribués au cours de la guerre. Le régiment arrive par le sud de Stalingrad en août 1942. Les premiers succès ont permis à notre capitaine d'obtenir enfin la fameuse décoration de la croix de chevalier de la croix de fer, qu'il porte fièrement à son cou. Le 36e régiment et la 14e Panzer Division rejoignent la 6e armée en octobre 1942, et la division fut encerclée dans Stalingrad à partir du 23 novembre. Bien qu'ayant déjà connu l'hiver durant la bataille de Moscou, les problèmes de ravitaillement compliquent la tâche des Panzertruppen. La bataille de Stalingrad est perdue et notre capitaine est fait prisonnier en février 1943, au moment même où la 14e Panzer Division est déclarée comme détruite. La parka réversible permettait l'utilisation de ce vêtement dans plusieurs situations, lorsqu'il y avait de la neige ou lorsqu'il n'y en avait pas. Ici, notre officier a choisi de porter le côté gris, car on peut imaginer qu'il vient de descendre d'un Panzer peint en gris. Inutile donc de porter du blanc si le char est toujours de la couleur grise. Si le char est enneigé ou camouflé, la couleur blanche est alors tout à fait logique. De nombreux choix d'équipements et de vêtements dépendaient surtout de l'officier, qui achetait lui-même son matériel. Ainsi, notre officier est plutôt en tenue de sortie ou de repos qu'au combat, d'où la présence de la chemise blanche. Et rappelons-le, le port des équipements audio hors du char n'était que très rarement vu, les équipements n'étant pas faits pour être débranchés à outrance. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je tiens encore à remercier Parabellum Shop et War Militaria pour leur soutien, à savoir que le ceinturon, le pantalon et le petit équipement viennent de chez Parabellum Shop et les décorations sur l'uniforme viennent de chez War Militaria. Et si vous aussi vous voulez me soutenir, c'est très important, allez voir dans la description, vous retrouverez les pages Tipeee et MyTip, ou pourquoi pas même devenir souscripteur de la chaîne YouTube. Ainsi, vous pourrez à la fois m'aider sur la forme mais aussi sur le fond de mes vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos d'Airsoft, d'uniforme et de VIP. Salut!
C'est la copie chinoise.